J'ai le très grand plaisir et honneur d'accueillir ici John Kunze, qui travaille à la California Digital Library et qui est l'inventeur des identifiants ARC. Donc John, ça commence à faire longtemps, que j'ai rencontré à Vienne en 2010. Et depuis, on parle beaucoup d'identifiants. Voilà, je vais un peu vous présenter John, mais ensuite, avant sa conférence, effectivement, il travaille à la California Digital Library. Ses travaux ils portent actuellement sur la résolution des identifiants et sur un dictionnaire de données crowdsourcé qui s'appelle yamz.net, yamz.net. Avant ça, il a créé donc les identifiants ARC et le format de stockage Bagit, et il a participé activement à la normalisation des URL et du dictionnaire de métadonnées Dublin Core, que je pense vous connaissez tous ici. Dans une vie antérieure, c'était un hacker Unix de l'université de Berkeley, et pendant quelques années, il a travaillé avec la BNF et Internet Archive sur un standard d'archivage du web appelé ARC, mais avec un C, pas un K. Et il doit admettre d'ailleurs qu'il s'est senti, il m'a dit qu'il s'était senti soulagé quand ce standard, une fois normalisé, a changé de nom et s'est appelé WARC. Donc, John nous fait le plaisir de faire cette conférence inaugurale en français. Je vous demanderai, si vous le pouvez, pour les questions, si vous le pouvez, de poser vos questions directement en anglais. Voilà, et donc je vais me taire et laisser la parole à John. John, the floor is yours. Okay. Merci pour cette introduction, Sébastien, mais on ne voit pas les diapositives. D'accord. Très bien. Merci pour cette introduction. Je remercie aussi les équipes de la BNF pour l'organisation de ce fantastique événement et pour la traduction de mon discours. Vous ne voulez pas savoir ce que Google Translate m'avait proposé. Je suis extrêmement heureux de voir autant de personnes intéressées par les identifiants ARC. Je vais vous raconter leur histoire, leur futur et les principes qui les régissent. Voici une photo de Berkeley en Californie. C'est là que l'histoire d'ARC commence. C'est une université célèbre que vous voyez au premier plan, avec la ville de San Francisco en arrière-plan. Et voici le bâtiment d'informatique et de mathématiques où j'ai rencontré mon premier chef. C'était un programmeur brillant, recruté par l'université après avoir hacké le fichier des étudiants. C'était il y a si longtemps que l'attaque informatique avait été réalisée avec des cartes perforées. L'intention de cette personne n'était pas de causer des dégâts, mais de réparer une injustice. Il a risqué sa carrière universitaire pour changer sa note de A- à A. Heureusement pour lui, au lieu de le sanctionner, l'université lui a proposé un poste. Par chance pour moi, il a pris le risque de me recruter alors que j'étais étudiant en première année avec très peu de connaissances en informatique. Berkeley se mettait tout juste à améliorer et étendre un système d'exploitation Unix. Le système d'exploitation de Berkeley devint FreeBSD, qui est le socle du système d'exploitation Mac OS X d'Apple. Je suis extrêmement reconnaissant d'avoir eu la chance de travailler sur ce qui était déjà du logiciel open source, mais 10 ans avant que le terme open source n'apparaisse. À cette époque, j'ai aussi eu l'occasion de travailler avec un groupe de personnes fabuleux, de rencontrer ma future femme et de créer des logiciels qui sont encore utilisés dans chacun des ordinateurs Mac dans cette salle. À Berkeley, j'ai acquis un profond respect pour les principes d'ouverture, de partage et de pragmatisme. On donnait le fruit de notre labeur au lieu de le garder pour nous. En conception logicielle,
Nous avions pour principe de retenir l'option la plus simple. Chaque logiciel devait faire bien une seule tâche, mais cette tâche devait être suffisamment générique pour fonctionner dans de nombreuses situations. Chaque outil devait être en mesure de coopérer avec d'autres outils et d'être combiné avec eux pour accomplir des tâches plus complexes. La naissance des identifiants ARC est liée à ces valeurs qu'on m'a transmises, mais aussi à une chose importante que mon premier chef m'a apprise. Je l'appelle la règle du 3+1. Cette règle dit « Écrivez votre solution en partant de 0 4 fois de suite. Ce n'est qu'après avoir recommencé de 0 3 fois de suite que vous aurez une pleine compréhension du problème que vous essayez de résoudre. » J'ai mis des années à comprendre réellement ce principe, mais il ne cesse de se vérifier encore et encore, en particulier pour les identifiants sur Internet. Après avoir été diplômé, beaucoup de mes camarades de classe ont rejoint la Silicon Valley pour décrocher des postes très bien payés dans le secteur privé. Mais je suis resté à Berkeley parce que j'aimais mon travail dans le secteur public au centre informatique de l'université. L'ouverture des logiciels et la transparence n'étaient pas du tout à l'ordre du jour à cette époque dans le secteur privé. Et Berkeley était une tête de file en création d'utilitaires logiciels de pointe en administration de réseaux informatiques. J'ai pu développer un nouveau système de réseau pour le campus de Berkeley. Le web n'existait pas encore. C'était donc un nouveau concept pour Berkeley. Mon parcours en informatique m'a convaincu que la partie enthousiasmante du travail était le code. Mais j'ai aussi appris que, aussi bon qu'un logiciel puisse être, il n'était jamais meilleur que le contenu auquel il donnait accès. Fondamentalement, le contenu est roi. Cela m'a donné envie de travailler plus étroitement avec des personnes qui géraient des contenus de grande qualité en accès libre, c'est-à-dire les bibliothèques. Si l'on se concentre maintenant sur le contenu, le problème central était de trouver et de transmettre du contenu depuis l'ordinateur où il était stocké vers l'ordinateur où l'utilisateur le consulterait. Comme vous le savez peut-être, il y a 4 solutions principales à ce problème. La première solution était FTP, qui était vraiment sympa. Mais vous aviez besoin de savoir où était localisé le contenu que vous recherchiez, et ensuite vous deviez entrer une commande complexe dans un terminal. Seuls les geeks étaient fans. La seconde solution que j'ai découverte était celle du monde des bibliothèques. Cette solution partait du principe que le transfert d'un contenu était simple, mais qu'il fallait d'abord savoir où habitait le contenu que vous intéressait. C'était le problème spécifique de la recherche de contenu. Je ne connaissais pas le monde des bibliothèques et j'ai été impressionné par le fait que cette approche était la seule à avoir une norme. Et je m'y suis mis. Cette norme du monde des bibliothèques avait un nom compliqué, Z39.50, mais une implémentation plus connue de ces principes s'appelait Waze. Waze était aussi complexe et incomplet, et j'ai appris par expérience que le développement de standards et normes était bien plus difficile et lent que le développement de logiciels. En fin de compte, la finalisation du standard et l'implémentation d'une fonction recherche pour l'ensemble d'Internet, c'est-à-dire au-delà du monde des bibliothèques, se sont avérés trop complexes. La troisième solution s'appelait Gopher, un mot qui a plusieurs significations. Gopher est le nom d'un rongeur qui est toujours occupé à déplacer de la nourriture et de la terre dans les tunnels qu'il creuse. En anglais, c'est aussi un mot qu'on utilise pour un coursier, une personne dont le travail est d'aller chercher, go for, des choses pour d'autres personnes. C'est aussi le nom de la mascotte sportive
de l'Université de Minnesota où cette solution a été inventée. Cette solution était très populaire parce qu'elle donnait à l'utilisateur un menu lui permettant de choisir ses contenus, ce qui simplifiait considérablement le FTP. Gopher a automatisé le FTP. Au lieu de saisir des commandes complexes, on avait juste à sélectionner des éléments dans un menu. Le menu était hiérarchisé et relié entre eux d'une manière très similaire au web d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de fonctionnalité de recherche, mais beaucoup de personnes pensaient que Gopher était la solution définitive. Pourtant, tout a changé quand la 4e solution est arrivée. La première fois que j'ai rencontré Tim Berners-Lee, c'était quand il est venu à Berkeley pour parler de son nouveau système qu'il appelait le World Wide Web. Cette 4e solution n'avait pas non plus de fonctionnalité de recherche, mais il la compensait en ajoutant l'hypertexte. Au lieu de se fonder uniquement sur des menus, comme le faisait Gopher, cette nouvelle solution, le web, vous permettait de prendre de meilleures décisions pour sélectionner des contenus. Très vite, tout le monde s'est rendu compte que cette solution était la meilleure. Comme toute solution qui se respecte, elle a également transformé notre compréhension du problème. Le problème que nous aurions dû résoudre depuis le début, c'était d'automatiser le transfert de contenu et d'utiliser l'hypertexte pour aider l'utilisation à la sélection de contenu. Un système de recherche était en fait un problème distinct. C'était une époque passionnante. Il y a eu une révolution dans l'accès à l'information et la publication en ligne. Auparavant, l'information en ligne était plus rare et plus difficile à trouver. L'accès libre et instantané à n'importe quel type de contenu, ou presque, qui nous paraît la base aujourd'hui, n'existait pas. Mais tout à coup, tout a changé. Il est devenu facile pour n'importe qui de publier sur le web, qui a commencé à grandir et à devenir un très vaste corpus d'informations. Le web était fondé sur une information ouverte, portée par une infrastructure logicielle open source et spécifiée par des standards ouverts. Le web est né d'une culture de partage. Cette culture a permis aux gens de construire des contenus et des logiciels plus ouverts afin que tout le monde puisse en bénéficier. À cette époque, je me suis investi dans les standards d'Internet, ou RFCs, qui étaient beaucoup plus légères et ouvertes que les normes et standards en bibliothèque. N'importe qui pouvait proposer un nouveau standard d'Internet. Il n'y avait qu'à convaincre Internet de l'accepter. Chaque solution avait ses propres standards, comme vous le voyez. Ici. À la base, le web... Voilà. À la base, le web est un web de liens. Chaque solution avait son propre genre de lien, comme HTTP pour le web, mais il n'y a que le web qui a défini une seule manière unique d'exprimer tous les liens. C'est un format générique appelé l'URL, Uniform Resource Locator, soit en français localisateur uniforme de ressources. Un navigateur web résout tous ces liens. Au fil du temps, le lien HTTP devint prédominant et est désormais ordinaire et familier. L'URL est une belle combinaison compacte de 3 parties. Il comprend le type de lien, l'adresse d'un serveur web et l'adresse d'un contenu sur ce serveur. Cela rend l'URL actionnable, ce qui la distinguait à l'origine et maintenant encore des autres identifiants. Les logiciels modernes savent comment utiliser une URL pour transférer et afficher du contenu automatiquement. Une URL peut faire référence à n'importe quel type de contenu et à n'importe quel niveau de granularité.
Une URL peut contenir des mots-clés qui vous aident à la mémoriser, la saisir et la vérifier. Quand l'utilisateur lit l'adresse d'un serveur ou nom de domaine, cela lui donne un indice sur la confiance qu'il peut avoir en cette URL. Enfin, les URL ont une caractéristique très inhabituelle. Vous pouvez les créer sans demander une autorisation ou payer une redevance. Ce sont des caractéristiques fabuleuses pour un identifiant. Quel qu'il soit, elles nous ont beaucoup appris lors de la conception d'un système d'identifiant pérenne comme ARC. Je suis surpris que des systèmes d'identifiants proposés par la suite aient sous-estimé l'importance de ces caractéristiques fondamentales. Mais il y avait un autre problème. Ces liens n'étaient pas suffisamment persistants. Nous adorons avoir instantanément accès à du contenu, mais nous détestons quand ce contenu change ou disparaît. Le web était encore très jeune quand les gens ont commencé à se plaindre de la rapidité à laquelle les URL qui fonctionnaient auparavant renvoyaient désormais des erreurs not found. Selon une étude, la durée de vie moyenne d'une URL serait de 44 jours. Une URL était souvent brisée, par exemple, lorsque du contenu était déplacé ou enlevé, ou lorsqu'un serveur web avait été renommé ou mis hors de service. Cet aspect était irritant pour beaucoup de personnes, mais c'était une catastrophe pour ceux qui préservaient un patrimoine culturel et scientifique, et pour ceux qui concevaient des services web fiables et interconnectés. Il y avait encore d'autres problèmes, des problèmes qui n'étaient pas de nature technique et que les standards d'Internet et les experts techniques ne savaient pas résoudre ou même aborder. Cela générait beaucoup de frustration et d'impatience dans les groupes de standardisation. L'élaboration du standard RFC de l'URL prenait bien plus de temps que prévu. Nous avions tous d'autres activités à faire dans le cadre de nos métiers respectifs. L'URL elle-même était attaquée et certains se demandaient avec inquiétude si ce n'était pas une solution incomplète. Dans la hâte de résoudre le problème des liens brisés, bon nombre d'idées illogiques sont apparues et ont pris racine. Certaines de ces idées continuent à polluer le débat aujourd'hui. Il y avait par exemple cette idée qu'une solution technique existe pour les liens brisés, alors que nous savons désormais que la solution est socio-organisationnelle. La plupart des gens aujourd'hui admettent que la persistance est une pure question d'engagement à fournir un service et de gestion délibérée. Il y avait aussi cette idée que la stabilité des URL devrait être aussi simple et gratuite que de créer des URL. Pourtant, un très grand nombre de contenus n'ont pas vocation à être permanents. En particulier quand la maintenance de ce contenu coûte de l'argent. On pense souvent que les identifiants pérennes sont des garanties, mais les identifiants ARC, DOI, URN et Handle ne sont jamais une garantie. Il n'y a aucune garantie dans un système logiciel, mais cela n'empêche pas les gens de répéter ces absurdités. Parmi ces liens dits pérennes, des milliers se trouvent brisés. Il y a aussi l'idée que les URL ne sont pas stables parce qu'elles dépendent d'une localisation. Malheureusement, l'acronyme de l'URL contient le terme locator, localisateur, ce qui renforce le rapprochement erroné avec localisation. Ce raisonnement fallacieux est basé sur le fait que les URL ont été brisées parce que leurs webmasters ont déplacé ou retiré des fichiers. Mais la véritable cause du lien brisé était que leur organisation n'avait pas pris d'engagement
n'avait pas les compétences ou ne voyait pas l'enjeu de réparer ces URL en les redirigeant. La redirection est une technique qui prend en entrée une ancienne URL et le transmet vers une nouvelle URL. De la même manière que vous redirigez votre courrier postal lorsque vous changez d'adresse postale. La redirection est une pratique simple, ancienne et commune sur le web. Dès les premiers serveurs web, rediriger une vieille URL vers une nouvelle URL demandait une seule opération à un webmaster. La redirection est la principale chose que font les raccourcisseurs d'URL. Un serveur web qui effectue une redirection s'appelle un résolveur. Les systèmes d'identifiants pérennes impliquent toujours la présence de résolveurs. L'idée fondamentale est que le fournisseur de contenu expose un identifiant qui utilise l'adresse du résolveur et non l'adresse du serveur de contenu. Au fil du temps, la table de redirection va être mise à jour pour transférer l'URL originale à l'URL actuelle de son serveur de contenu, quelle qu'elle soit. Le fournisseur de données a la responsabilité de maintenir toujours l'URL actuelle de son contenu à jour dans la table du résolveur. Tout fournisseur de données peut mettre en place lui-même un résolveur local en créant et en mettant à jour sa propre table de redirection. Ce type de résolveur local fonctionne bien, sauf si le serveur web est fermé pour de bon. Pour se prémunir contre ce cas de figure, un fournisseur peut rejoindre par exemple un groupe de fournisseurs de contenu qui conviennent ensemble de partager un résolveur au nom neutre pour leur URL. Cette adresse partagée continue de fonctionner même si un ou plusieurs des fournisseurs quittent le groupe. Cela remplace de manière efficace un résolveur local par un résolveur global mutualisé. C'est une opération simple qui est souvent utilisée par les consortiums et les systèmes d'identifiants pérennes. Ainsi, le nouveau problème à résoudre était de rendre les identifiants persistants. Cette diapositive montre des exemples d'identifiants avec leur résolveur en rouge. Comme vous vous en doutez, les solutions étaient au nombre de 3 plus 1. La première était le système Handel. Ses deux atouts majeurs étaient de fournir une table de redirection et d'avoir un résolveur commun. C'était des choses très simples qu'un fournisseur de contenu pouvait faire lui-même à son niveau. Mais malheureusement, le système Handel a rendu tout cela compliqué, payant, et voulait contrôler l'accès à tous les contenus qu'il régissait. Cela semblait être un recul, et les experts d'Internet ont rapidement rejeté cette solution. Mais elle a été adoptée plus tard par un groupe d'éditeurs que le caractère payant et l'accès limité ne dérangeaient pas. Le système DOI, dont je parlerai plus tard, a été construit sur la base du système Handel. La deuxième solution était Perl, pour Persistent URL, en français URL persistante. Perl fournit une table de redirection et un résolveur web partagé. Contrairement aux identifiants Handel, les identifiants Perl étaient open source et gratuits. Les Perl ne cédaient pas à cette logique faussée qui voudrait que les URL soient instables par nature. Bien au contraire, ils ont adopté les URL parce qu'elles étaient actionnables. Les principaux problèmes du système Perl étaient que vous ne pouviez pas vraiment détecter si une URL était un Perl ou en la lisant, et que le logiciel
et le résolveur partagé n'était pas maintenu. En dépit de la popularité de ce service, il a fallu que Internet Archive intervienne l'année dernière pour l'empêcher d'être interrompu. La troisième solution était URN, ou Uniform Resource Name, en français, nom de ressource uniforme. Les experts d'Internet espéraient que le standard URN créerait une solution gratuite, ouverte, standardisée pour ce problème de lien brisé. Malheureusement, cette solution a été proposée précipitamment et était incomplète. Il n'y a jamais eu d'implémentation complète ni de résolveur partagé pour rendre les URN actionnables. À cette étape, il y avait 3 solutions, mais chacune d'entre elles avait des faiblesses d'un point de vue logique ou pratique. Des personnes promouvaient l'usage des URN, des handles et même des DOI dans l'idée que les URL étaient instables par nature. Ironie du sort, ces identifiants, comparés aux URL, étaient inutiles. Les serveurs web n'ont jamais adopté ces identifiants et donc ils n'ont jamais été actionnables. Leur note de pérennité était de 0 parce que, d'une certaine manière, ils étaient toujours brisés. Mais au bout du compte, ces URL si mauvaises les ont sauvés. Pour rendre actionnables les URN, les handles et les DOI, on finit par donner aux utilisateurs l'instruction de les inclure dans des URL. Étant donné ces solutions insatisfaisantes, est-ce qu'une quatrième solution pourrait être définie? Il y avait tant de fausses logiques et de confusion qu'il nous fallait encore plus d'une étape pour trouver la meilleure solution. De mon point de vue, il y a eu en fait 3+1 solutions supplémentaires avant d'y arriver. L'URN a eu un effet durable. Il a forcé à créer un nouveau terme, URI, ou l'identifiant uniforme de ressources. Une URL comme un URN pouvait être une URI, toutefois, comme on utilise le terme URI, c'est la plupart du temps pour parler d'URL. Tim Berners-Lee n'a jamais vraiment accepté aucune des solutions précédentes. En 1998, il a écrit un court article expliquant qu'une URI, c'est-à-dire une URL, pouvait être parfaitement stable si elle était gérée correctement. À cette époque, j'ai mené une étude sur les systèmes d'identifiants pérennes pour le compte de la National Library of Medicine aux États-Unis. J'ai abouti à la conclusion qu'adopter n'importe laquelle des solutions proposées constituait un risque et n'apportait pas de bénéfices réels. Et j'ai fait à peu près la même recommandation. Il est plus sûr et moins cher d'attribuer et de gérer avec soin vos URL et votre adresse de serveur web. Ça, c'était la deuxième solution. La troisième solution était le DOI, qui avait le soutien des éditeurs. Le système DOI était coûteux à utiliser et n'était pas open source. En même temps, pour la première fois, des personnes ayant de l'argent et une grande expérience de la gestion de contenu se sont mis à s'attaquer aux problèmes socio-organisationnels. Le groupe d'éditeurs Crossref a réalisé un excellent travail en construisant des outils, des services et une communauté autour de la persistance. Nous avions désormais 6 solutions entre lesquelles choisir. Chacune d'entre elles promettait une persistance qui était impossible à vérifier, car personne ne peut prédire l'avenir. Si on les comparait aux URL, chacune de ces solutions ajoutait des coûts, des risques et de la complexité pour un bénéfice qui n'était pas clair. J'ai fini par travailler à la California Digital Library,
qui se trouve dans le complexe universitaire de Californie, incluant Berkeley, San Francisco et 8 autres campus. Ce complexe inclut également des centres médicaux, des écoles de droit et des laboratoires nationaux, mais aussi des centaines de bibliothèques, de musées, de galeries d'art et des jardins botaniques. Je pensais que j'en avais fini avec les identifiants, mais les identifiants n'en avaient pas fini avec moi. L'Université de Californie dessert 360 000 personnes dans 150 disciplines académiques, et tous voulaient un accès pérenne à des contenus universitaires. Est-ce que des URL bien gérées ne pouvaient pas suffire? Le problème était que pour de nombreuses URL, c'était tout à fait normal qu'elles s'en aillent et ne soient pas persistantes. Mais il n'y avait aucun moyen de distinguer les URL prévues pour durer des autres. Peut-être qu'un libellé spécifique dans l'URL pourrait vous dire si l'on a prévu ou non, à un moment donné, par un acteur donné, de la rendre durable. C'était le début de l'identifiant ARC, que vous pouvez reconnaître avec ce libellé interne. Vous vous rappelez peut-être que j'ai dit qu'un tel libellé ne pourrait jamais être une garantie. Toutefois, cela pouvait être un indice. Et si l'on pouvait interagir avec cet ARC pour connaître son statut, son fournisseur actuel et, le cas échéant, la promesse que celui-ci fait aujourd'hui sur cet ARC, autre chose. Et si l'identifiant ARC était actionnable depuis le début et comprenait une partie globalement unique qui pouvait être gérée par votre propre résolveur local ou par un résolveur successeur d'une autre organisation ou par un résolveur global mutualisé, et s'il pouvait être utilisable par n'importe quel protocole d'accès à l'avenir, et si les identifiants ARC étaient aussi simples et peu coûteux à créer et utiliser que les URL. Ces questions ont été le point du départ de la conception d'ARC. Comme je l'ai dit plus tôt, attribuer un ARC, un Perl, un handle, une URN ou un DOI n'est jamais une garantie. C'est purement et simplement un espoir, un souhait. Il n'y a vraiment aucun moyen de savoir si aucun de ces identifiants seront persistants. L'ARC a été conçu pour être un identifiant qui parle. Demandez-lui de vous en dire plus sur lui-même, et ses réponses vous donneront des informations qui vous seront utiles pour vous faire votre propre idée. La première URL sur la diapositive en est un exemple. Quand les mots qu'elle contient sont facilement reconnaissables, ils suggèrent ou indiquent un sens. Cela peut être très utile quand on gère des identifiants. Ce type d'URL est une vraie notice descriptive miniature et elle peut donner une idée très juste de ce que le contenu était. Le problème, toutefois, est qu'elle vieillit très mal. 80 ans plus tard, le contenu peut être resté le même, mais le sens de la description qui figure dans l'identifiant, lui, aura le plus souvent changé. Des entreprises et même des pays disparaissent. Le format pour exprimer des dates change. Le langage naturel change. C'est ce qu'on appelle en anglais le semantic rot, soit mot à mot, en français, le pourrissement sémantique. Et cette réalité se vérifie particulièrement pour le nom des organisations que l'on trouve sur les noms de serveurs. Quand nos vieux mots entrent en conflit avec leur nouvelle signification, les gens se plaignent. Et c'est compliqué pour votre organisation de conserver ces identifiants. On pourrait être
tenté de dénommer ce cas de figure en identifiant parlant, mais c'est plus exactement un message préenregistré, répété sans cesse, et qui suggère quelque chose qui a été vrai à un moment donné. Cela peut être très utile sur le court terme, mais si la pérennité est un enjeu pour vous, vous devriez choisir des identifiants ne comportant pas d'informations sémantiques facilement reconnaissables. En d'autres termes, des identifiants opaques. Le nom du serveur résolvant des arcs est un cas particulier de cette question de sémantique. Arc a cette particularité que vous avez la possibilité d'héberger vos arcs sur votre propre résolveur ou résolveur local, au lieu de le faire sur un résolveur global. Si vous êtes une bibliothèque nationale, le nom de votre résolveur a de bonnes chances d'être stable. Mais même dans ce cas-là, il y a des exceptions. De nombreuses organisations ayant besoin d'identifiants sont de taille réduite et n'ont pas de financement fiable. Si elles perdaient leur nom de serveur utilisé par leur arc, cela serait impossible pour elles de continuer à y donner accès. Mais si le nom de serveur de ces arcs était un résolveur global et mutualisé, la perte de leur nom de domaine ne serait pas en elle-même un problème. Un résolveur mutualisé peut enregistrer des règles de redirection pour de nombreuses organisations et il est en mesure de résister au retrait d'une organisation ou même plusieurs. Le résolveur N2T est un résolveur global mutualisé dont l'opérateur est la California Digital Library. Bien que nous l'ayons construit pour résoudre des arcs, nous ne l'avons pas nommé le résolveur arc. La raison pour laquelle nous ne l'avons pas fait est que nous n'avions pas de raison d'exclure d'autres types d'identifiants. Une telle discrimination aurait constitué une violation des principes fondamentaux d'ouverture et aurait nécessité l'ajout d'une étape artificielle de rejet dans le logiciel. Par conséquent, nous lui avons donné ce nom générique N2T, Name to Thing, en français du nom à la chose, parce qu'il résout n'importe quel type de nom pour donner accès à n'importe quel type de chose. Nous sommes très contents qu'il résout aujourd'hui 700 types d'identifiants différents. À notre connaissance, N2T est le seul résolveur de cette envergure qui soit ouvert à tout type d'identifiant. L'alliance de l'ARC résulte d'engagement de la part de deux parties en présence, le dispositif ARC et le fournisseur d'ARC. Il y a tout d'abord les engagements de la part du dispositif ARC qui fait un ensemble de promesses assez inhabituelles. Premièrement, il ne fera pas payer la création ou l'utilisation d'identifiants ARC. Il n'y a aucune limite à la quantité d'ARC que vous pouvez attribuer ou au type de contenu qu'ils peuvent identifier. Les métadonnées et la persistance sont encouragées, mais pas imposées. De ce point de vue, les identifiants ARC sont aussi gratuits et libres d'utilisation que les URL. Cela étant dit, si vous utilisez un fournisseur particulier, ce fournisseur aura probablement des tarifs et des limitations. Enfin, le dispositif ARC n'imposera l'utilisation d'aucun résolveur particulier. Nous croyons en des identifiants ouverts et nous ne souhaitons pas que la résolution des ARC soit monopolisée par un seul point d'accès. S'il devait y avoir un point de contrôle unique, la première de nos priorités serait d'en faire une infrastructure détenue par une communauté qui ait une gouvernance transparente et qui soit durable.
Nous arrivons à présent aux obligations qui vous incombent à vous, le fournisseur d'Arc, qui avait la responsabilité de répondre à une requête Arc. Souvent, le fournisseur Arc est le même que le fournisseur de contenu. Si vous avez une description du contenu, c'est-à-dire métadonnées, vous devez les renvoyer à la demande. Vous devez être en mesure de renvoyer votre engagement de pérennité, s'il y en a un. Vous serez en mesure de décrire ce que vous entendez par pérennité, compte tenu des contenus que vous fournissez et de l'organisation qui est la vôtre. La même chose s'applique à votre résolveur si vous en avez un. Je passe alors. Okay. Le système Arc a débuté en 2001 et depuis, plus de 550 organisations à travers le monde se sont inscrites pour attribuer des arcs, comme vous le voyez. J'ai été très heureux de voir arriver de nouvelles inscriptions au rythme régulier de 2 ou 3 par mois, alors même qu'il n'y avait aucune promotion qui en était faite, à part une présentation tous les 2 ans. Mais tout cela pourrait devenir très intéressant dans un avenir proche. Ce mois-ci, la CDL et DuraSpace ont annoncé le lancement d'un projet appelé Arcs in the Open, dont l'idée est de bâtir une communauté internationale autour des arcs en ce qui concerne les communications culturelles et académiques. DuraSpace est une organisation à but non lucratif qui aide des communautés et des technologies open source telles que Fedora, DSpace et Vivo. Sur le long terme, nous pensons que ce projet nous aidera à établir N2T comme une infrastructure détenue par une communauté avec une gouvernance et une durabilité transparente. Nous invitons quiconque le souhaite ici à participer. Si vous souhaitez participer à la vision et au futur du projet Arcs in the Open, n'hésitez pas à remplir le formulaire de déclaration d'intérêt accessible via ce lien. L'identifiant Arc a été conçu en accord avec les valeurs et les principes que j'ai appris à Berkeley il y a longtemps. Construisez des solutions multiples. Quand vous aurez trouvé la bonne solution, vous aurez une compréhension nouvelle du problème. Dans notre cas, le problème était en fait le suivant. Créer des identifiants de grande qualité qui parlent et qui aident les utilisateurs et les fournisseurs à faire tout leur possible pour la persistance. Les solutions devraient être fondées sur un accès libre à une infrastructure ouverte. Donnez à la communauté vos outils pour que tout le monde puisse en bénéficier. Les outils doivent être inclusifs sur les types de contenus qu'ils concernent. Par exemple, les arcs identifient n'importe quel type d'objet, des livres, des eaux, des statuts, des personnes, des termes, des groupes, des événements. L'Université de Californie a 150 disciplines académiques et ses étudiants franchissent de plus en plus les frontières disciplinaires. Les outils doivent être inclusifs sur les types d'identifiants. Les Andel et les DOE disposent de résolveurs exclusifs, mais les outils que nous avons construits pour les arcs fonctionnent aussi pour tout type d'identifiant. Par exemple, beaucoup de gens utilisent notre logiciel Noid pour attribuer des arcs, mais les utilisateurs majeurs de Handel utilisent également Noid. En plus, notre résolveur N2T sait gérer 700 sortes d'identifiants. Pourquoi donc les résolveurs principaux ne gèrent qu'un seul type d'identifiant, à l'exclusion de tous les autres? Quand nous avons mis en œuvre les inflexions, un concept des arcs, nous aurions pu empêcher les DOI d'en bénéficier. Mais cela serait revenir à retirer une fonctionnalité sur la base d'un principe d'exclusivité.
ce que nous rejetons. Les outils devraient être simples et accomplir une seule tâche de façon satisfaisante. Ils peuvent ensuite être recombinés avec d'autres outils pour accomplir des tâches plus complexes. Enfin, Berkeley est aussi connu pour ses protestations et manifestations. Les arcs sont une forme de manifestation au nom de principe et de la raison. Il est parfois important de résister au paradigme dominant afin de réaliser des changements dont tout le monde puisse profiter. Bon, merci.